on va faire quelques petits rappels. Donc, un réducteur est un espace chimique, donc un espace tout court, qui est capable de céder des électrons. Il est dit réduit et subit une oxydation. Et au contraire, on a l'oxydant, qui est aussi un espace chimique, mais qui est capable de capter des électrons. Donc, il est dit oxydé et subit une réduction. Keep it on the level. Keep it on the level. Keep it on the level. I'm climbing up the. Keep it on the level. Keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel. I can do this all day. I can do this all night. I can do this all day. I can do this all night. I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Alors, on va voir comment fonctionne la photosynthèse. Donc déjà, la photosynthèse est faite pour les cellules, donc pour les organismes végétaux, autotrophes, c'est-à-dire qu'ils se fabriquent tout ça de leur matière organique. Par exemple, nous les hommes, on est hétérotrophes, c'est-à-dire qu'on prend des choses déjà fabriquées, donc la nourriture par exemple, pour pouvoir vivre, alors que les végétaux se fabriquent ça tout seuls grâce à la photosynthèse. Donc, tout commence dans une cellule végétale, donc dans les chloroplastes, où l'énergie lumineuse est captée par des thylakoïdes. Donc, on va passer aux explications. Donc, en fait, la photosynthèse est faite de deux cycles qui fonctionnent en même temps, donc la phase photochimique et la phase non photochimique. Donc, tout d'abord, l'énergie lumineuse est captée par les pigments des thylakoïdes. Donc, en vert, on a représenté une thylakoïde. Donc, on a d'abord l'eau qui est oxydée. Donc, l'eau est réduite, donc l'eau subit une oxydation. Et donc, de cette oxydation, des électrons et des protons sont relâchés. Donc, ce rejet de protons va créer un gradient de protons qui va permettre le fonctionnement d'un ATP synthèse. En même temps, les électrons relâchés lors de l'oxydation de l'eau vont permettre la réduction des accepteurs R en RH2. Donc, on arrive ici, donc on a des RH2 et de l'ATP. Donc, une fois que ces deux produits sont là, on arrive à la phase non photochimique, donc, qui se fait dans le stroma à l'extérieur des thylakoïdes. Et donc, le cycle de Calvin se met en place. Donc, tout d'abord, dans ce cycle de Calvin, du CO2 est introduit. Et donc, ce CO2 peut être accepté grâce à du ribulose biphosphate, RUBP. Donc, une fois le CO2 fixé, les deux APG qui sont dans le stroma subissent une réduction et sont transformés donc en ATP. Donc à cette étape, on a donc la fabrication de matière organique et par exemple de glucose. Ensuite, grâce à l'ATP, à ces deux ATP, on a régénération du RUBP. Donc on voit que là, on a un cycle. Donc une fois que le RUBP est refait, il peut réaccepter du CO2 et refabriquer de la matière organique. Donc en gros, la phase photochimique et la phase non photochimique fonctionnent en même temps. Donc l'un ne pourrait pas exister sans l'autre. Autrement, on ne pourrait pas fabriquer de matière organique. Donc en fait, l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique lors de la photosynthèse. See the nation through the people's eyes. See tears that flow
shall rise. Donc, on va aborder la respiration cellulaire. Donc, la respiration cellulaire a lieu dans les mitochondries. La mitochondrie se situe dans le hyaloplasme de la cellule. Donc, la respiration cellulaire chez les humains commence par la première étape, l'absorbance de glucose. Contrairement aux êtres autotrophes, contrairement aux plantes, notre matière organique vient de l'extérieur, c'est-à-dire de ce que nous mangeons. Les plantes, elles, fabriquent leur propre matière organique, donc grâce à la photosynthèse, donc elles n'ont pas besoin d'absorber de matière organique. À la base, elles n'ont pas besoin de protéines et d'aliments. Enfin, la première étape de la respiration cellulaire s'effectue par la glycolyse, c'est-à-dire l'oxydation partielle du glucose en 2 molécules de pyruvate. On obtient alors la formation de 2 molécules d'ATP et de 2 molécules de R'(H2). Ici, la deuxième étape, donc on a le pyruvate, donc 2 molécules de pyruvate, CH3CO, 2 molécules de pyruvate, sont entraînées dans le cycle de Krebs. On a oxydation complète de ces 2 molécules de pyruvate pour former 6 molécules de dioxyde de carbone, CO2. Ensuite, on a formation de 2 ATP. Donc en tout, on a 4 ATP qui sont formés à ce moment-là. Donc la réduction, on a la réduction de 10 molécules de 10 R' en 10 R'(H2). Donc à partir de l'oxydation des R'(H2) ici, on va avoir un entraînement d'électrons dans la chaîne respiratoire qui se situe dans la crête mitochondriale. Là. Donc cette chaîne respiratoire donc, entraîne des électrons, ce qui va permettre la réduction de dioxygène, de O2, en molécules de H2O en eau. Parallèlement, on a l'entraînement de protons, donc pareil dans la crête mitochondriale, qui va passer par l'ATP synthase et donc former 32 ATP. En tout, on aura donc 32 ATP, plus 2 ATP 34 et 36 ATP suite à cette respiration cellulaire. Ne pas oublier que la dernière étape qui se fait dans les crêtes mitochondriales s'appelle la phosphorylation oxydative. Mais à quoi nous servent toutes ces ATP formées? Eh bien c'est tout simple, la formation de ces 36 ATP va nous servir à bouger, à nous déplacer. C'est de l'énergie qui est formée donc à partir du glucose, c'est-à-dire à partir des aliments que nous mangeons. C'est pour ça qu'il faut manger beaucoup de protéines pour ne pas mourir.